Bonjour à tous. Je vais vous raconter l'histoire d'Enzo. Enzo, comme beaucoup d'enfants de son âge, va rentrer en maternelle en septembre prochain. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il va se confronter à un mal immense et invisible. Ce mal, c'est le conformisme. Le conformisme commence à se manifester dès la maternelle. On commence à avoir des évaluations, même si ce n'est pas encore des notes. On commence à apprendre un langage, pas n'importe quel langage, mais un langage particulier. Et de manière générale, c'est le début de la pression sociale, de la pression de groupe. À l'école, Enzo va apprendre à lire, à compter, à réfléchir, mais il va aussi comprendre que pour avoir un sésame d'une évaluation positive, il va falloir se conformer au système. Le collège, donc Enzo a déjà une dizaine d'années, ce conformisme va décoller. Enzo va commencer à apprendre les mécanismes de la dissertation, qui apparaît égal pour tous. Et le collège, d'ailleurs, sous couvert d'égalité, va sélectionner. Le lycée, maintenant, c'est l'avènement, c'est l'aboutissement de cette logique, le temple du conformisme, avec son rite non moins conformiste du bac. Le bac, qui, pour ceux sans doute qui l'ont passé, est plus une épreuve où le but est de replacer le plus de connaissances possible à un moment donné, et pas tant le reflet d'un vrai apprentissage. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque étape, on retrouve le conformisme. Et tout ce système marche un peu sur l'injonction « marche ou crève ». Soit Enzo va se conformer, dans ce cas-là, il a des bons résultats, il a les orientations qu'il veut, il parvient dans de bonnes filières. Et je ne jette pas la première pierre parce que moi-même, si je suis là à parler devant vous aujourd'hui, c'est que j'ai su en bénéficier de ce conformisme. Mais si Enzo, par contre, a du mal, s'il y a des lacunes, s'il ne comprend pas ce qu'on attend de lui, s'il a du mal à plaquer ses connaissances sur le papier, là, les difficultés commencent. Parce que Enzo va peut-être redoubler. Enzo va peut-être être orienté vers une filière contre son gré. Et peut-être que Enzo va même être en échec scolaire et décrocher. Et quand on voit ce qu'on dit actuellement de l'école, on voit que des cas comme Enzo, des Enzo en difficulté, il y en a beaucoup. Il est de notoriété commune que l'école française est sélective, inégalitaire et incapable de répondre à l'échec scolaire. Alors, ces problèmes ne datent évidemment pas d'hier. Et certains vont demander le retour à l'école des années 50, des années 60, voire pour les plus audacieux, à l'école de la Troisième République. Et ils vont arguer qu'à l'époque, le maître était tout-puissant, l'élève obéissant et que l'échec n'existait pas. Vous vous en doutez, c'est faux. Cette école est un mythe, cette école est un fantasme. Elle n'a sans doute jamais existé, et ce qui est sûr, c'est qu'elle n'existera jamais. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une rupture radicale avec le conformisme, une véritable révolution éducative. Vous allez me dire, oui, mais une large part des difficultés ne sont pas expliquées par le conformisme. Et vous avez raison, il y a bien sûr la faiblesse des moyens, il y a bien sûr le problème des inégalités, mais la question du conformisme est trop souvent occultée selon moi. Et quand on entend l'opinion publique qui blâme souvent la passivité des jeunes, leur manque d'initiative, et que de l'autre côté on voit ces jeunes qui répondent d'une certaine manière en rêvant de quitter la France, et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a quelques mois il y avait l'histoire de cette étudiante qui a écrit à François Hollande les raisons de son expatriation. Quand on voit cela, on comprend. Moi, personnellement, en tout cas, je comprends ces personnes de mon âge qui ont du mal à se retrouver dans ce système éducatif qui n'est pas tendre, qui est très exigeant, peut-être trop exigeant,
qui fixe la barre très haute en termes de connaissances, en termes de compétences, et qui au final laisse peu de place pour la créativité ou la personnalité. Je ne cherche pas toutefois à noircir le tableau. Je ne cherche pas à noircir le tableau. Depuis l'après-guerre, avec tout ce qu'on connaît, la démocratisation, la massification, selon les points de vue, et surtout depuis ces 30 dernières années, des réformes ont été faites pour mettre l'élève un peu plus au centre du système, que ce soit par la mise en place d'accompagnement personnalisé au collège et au lycée, par l'épreuve de travaux personnels encadrés au baccalauréat qui forcent les élèves à réfléchir en groupe, ou encore même par la présence au baccalauréat d'épreuves artistiques et optionnelles qui visent un peu à mettre de l'évaluation extrascolaire aussi dans le baccalauréat. Et même la dernière réforme du collège, quoi qu'on en pense, va également dans ce sens-là. Mais ces réformes sont sans doute insuffisantes au regard des enjeux auxquels il faut répondre. Avant, l'école de la Troisième République, l'école d'après-guerre, devait former des citoyens et des travailleurs aguerris, qui seraient obéissants quand il le fallait et discrets le reste du temps. Le conformisme n'était pas un problème parce que l'école se devait être homogénéisante. Et aujourd'hui, on l'a vu avec la crise du système scolaire, avec les nouveaux enjeux, qu'ils soient écologiques, politiques, sociétaux, les enjeux sont autres. Et qui dit enjeu autre dit nouveau système. D'où l'intérêt d'une réforme radicale. Mais attention, cette réforme radicale ne signifie pas rupture et abandon total du système actuel. Le système français, même si on peut le critiquer, reste à bien des égards préférable à d'autres alternatives. Et un exemple en est la dissertation. Parce que d'un côté, la dissertation, c'est un outil éminemment républicain. Un outil qui force les élèves à prendre position, à réfléchir sur un sujet et à confronter les différentes positions dessus. Mais c'est aussi un outil qui peut être stigmatisant. Parce que la difficulté de la dissertation n'est pas de la même pour tous. Certains vont assimiler le mécanisme très vite, d'autres ont beaucoup plus de mal. Et il y a un énorme problème de méthodologie dans le système français. Parce qu'on part du principe que tout le monde est égal face à cette difficulté, mais ce n'est pas le cas. Tout le monde ne possède pas les codes de la dissertation. Et si on ne possède pas les codes, on ne peut pas jouer le jeu, on ne peut pas adopter de position critique ou avoir de réflexion. C'est pourquoi, et la dissertation d'ailleurs, comme n'importe quel exercice, ne peut pas se résumer à seulement emmagasiner des connaissances. Peut-être que cela passe par un peu moins d'apprentissage, mais un apprentissage de meilleure qualité. Et le but de tout cela, c'est organiser la réflexion, lancer la réflexion dans les lycées, organiser des débats où les élèves pourraient et même devraient donner leur opinion, à partir de leurs connaissances, mais aussi et surtout à partir de leur propre opinion. L'école ne peut pas se résumer à la seule évaluation. Et l'évaluation, d'ailleurs, dont je ne remets pas en cause l'intérêt, doit aussi être revue. Doit être revue pour être plus positive, se fonder sur vraiment les connaissances acquises et non la conformité au système. La note ne doit pas être une finalité, elle doit rester un moyen. Et la moyenne, ce fameux 10 sur 20, ne doit pas être un coup près. Vous connaissez sans doute le phénomène de constante macabre, qui désigne un pourcentage constant de mauvaises notes, peu importe le devoir, peu importe le professeur, peu importe ta classe. Ce phénomène décrit en fait la déconnexion entre notes et savoir. Et le problème avec la déconnexion entre notes et savoir, c'est que l'évaluation ne se fait plus sur quelque chose d'objectif, mais se fait sur la conformité au système. Et donc lutter contre le conformisme, c'est aussi accepter et anticiper les difficultés à l'école. C'est remettre en cause l'idéal d'un mérite scolaire unique et d'un archétype de bon élève auquel il faudrait absolument se conformer. C'est accepter que le mérite est pluriel et que chacun a un potentiel. Et c'est dire ça, ce n'est pas remettre en cause la qualité d'un système ou la qualité des diplômes donnés. C'est seulement accepter le fait qu'on ne peut pas former un élève excellent
au prix de l'abandon de 9 autres élèves plus faibles. Dire cela, c'est accepter que chacun a un potentiel et que l'école n'a pas à formater ce potentiel. Alors, certains disent aussi, et c'est très présent dans le débat public, que l'école n'est pas assez adaptée à la vie professionnelle, aux exigences d'entreprise, que les savoirs acquis sont trop abstraits. Mais je pense que c'est plutôt au contraire. Au contraire, l'école n'est plus tant un lieu de formation et d'apprentissage, mais est devenue plutôt une institution où on doit appliquer les savoirs. Et ça, c'est un problème. Et l'école ne peut pas se résumer à un apprentissage désintéressé. Le conformisme, il balaye toute notion d'apprentissage désintéressé. Il se résume en fait à un mécanisme simple, ingurgiter et régurgiter des connaissances. Et l'école, et je le pense, peut aller plus loin que cela. Un exemple en est, peut-être certains d'entre vous le connaissent, La Devise. La Devise est un spectacle monté par le théâtre Dijon-Bourgogne il y a quelques mois et qui a été joué dans les lycées. Et comme son nom l'indique, le but était de faire réfléchir sur le sens de la devise française, ce qui est impliqué aujourd'hui, et surtout faire débattre les élèves dessus, après la pièce. Et ça a marché. Ça a marché parce que justement, pour une fois, on demandait aux élèves ce qu'ils pensaient. Pas seulement d'appliquer et d'accepter mécaniquement la devise, liberté, égalité, fraternité, mais également en réfléchir sur le sens. Et ça, je pense vraiment que c'est possible à l'échelle de toutes les écoles et de toute la France. C'est possible et même nécessaire pour que les élèves puissent avoir un recul sur ce qu'ils apprennent, puissent avoir une position critique, afin qu'eux-mêmes puissent dépasser leurs propres préjugés et également mettre fin à l'auto-exclusion et l'auto-disqualification qui poussent certains à l'échec. Il faut casser ces mentalités. Il faut rejeter le conformisme pour créer une nouvelle école. Une école où la mixité sociale serait assurée. Une école où les établissements seraient co-gérés par les élèves et le personnel. Une école où les classes seraient peut-être plus petites, mais où les élèves seraient mieux accompagnés. Et une école où la note ne serait pas le déterminant de tout. Le rejet du conformisme n'est qu'une première étape dans ce long chemin vers l'école du XXIe siècle. Une école qui n'apprendrait pas la servitude, mais le libre arbitre. Une école qui formerait des citoyens engagés et politisés et pas des citoyens passifs. Nous méritons mieux qu'une école eugéniste, une école qu'aurait pu très bien imaginer Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. Le conformisme, ce n'est pas l'apanage du totalitarisme. Il existe dans nos démocraties et il constitue un grand péril. C'est pour ça que nous devons chasser le conformisme de notre école. Et le XXIe siècle sera le siècle de l'école anticonformiste, ou ne sera pas. Merci.